Quels sont les points indispensables à vérifier avant d'acheter un immeuble de rapport? Je vous explique ça, c'est tout de suite après. Avant que je commence cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo va apparaître. Donc n'hésitez pas, faites-le et n'oubliez pas non plus qu'en bas de cette vidéo, tout en bas, je vous ai mis des liens pour télécharger des bonus gratuits, pour télécharger un accès à la conférence et venir voir plein d'informations. N'hésitez pas, c'est gratuit et c'est juste en dessous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit vérifier avant d'acheter un immeuble? Comme je l'ai déjà expliqué, comme vous l'avez déjà vu si vous suivez un petit peu mon blog, acheter un immeuble de rapport, ça peut être vraiment bien, ça peut être vraiment sympa, ça permet d'aller plus vite. Et contrairement à tout ce que l'on peut penser, ça peut être vraiment mieux que d'acheter un appartement lorsque c'est possible. Je ne vais pas revenir sur tous les points positifs lorsqu'on achète un immeuble, mais je vous rappelle que déjà quand on achète un immeuble, on minimise les risques et c'est déjà moins risqué qu'un appartement puisqu'on a plusieurs lots locatifs et finalement si on a un problème avec un, eh bien, on n'en a pas avec les autres. Donc ça, rien que pour ça déjà, c'est minimiser les risques. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les points indispensables à vérifier et j'y tiens, c'est vraiment indispensable. Et sans ces vérifications, vous pouvez avoir de sérieux soucis lors de l'achat de l'immeuble. C'est parti, je vous expose le premier point. Première chose qui paraît évidente et qui devrait l'être, vous devez bien entendu avoir vérifié la demande locative puisque sans demande locative, il n'y a pas lieu d'obtenir de la rentabilité. Je l'ai casé ici parce que ça me semble très important, même si c'est assez évident. Par rapport aux biens que vous avez dans l'immeuble, par rapport au type de location que vous risquez de faire, vous devez vérifier si la demande locative est présente et si oui, vous allez pouvoir assurer la rentabilité que vous avez espérée depuis les calculs de départ. Ça, c'est évident, mais je voulais le resignaler. Deuxième point qui est évident, vous devez vérifier la structure de l'immeuble. Quand je dis structure de l'immeuble, ce que je veux dire, c'est fondation, façade et toiture. Ce sont trois points qui ne sont pas beaucoup évoqués et pourtant, quand on réfléchit bien, c'est une des premières choses qu'on regarde quand on va acheter par exemple une résidence principale. Pour les biens locatifs, évidemment, c'est pareil. On ne va pas uniquement vérifier l'intérieur, savoir si c'est bien et savoir si oui ou non, il y a une ou deux personnes qui sont prêtes à louer. Il faut bien entendu vérifier la structure de l'immeuble, puisque vous allez être propriétaire d'un bien dans sa globalité, donc c'est très important. Et j'ajouterai que ça va être très important pour le prévoir dans le budget travaux dès le départ. Le troisième point qui me semble important, et surtout quand on débute, c'est de vérifier le nombre de compteurs, puisque vous allez vous simplifier la vie si vous louez un immeuble qui a autant de compteurs que d'appartements, et notamment les compteurs électriques et pourquoi pas les compteurs d'eau. Je vais faire une petite parenthèse, les compteurs d'eau c'est moins grave puisqu'on peut avoir un compteur général et avoir des sous-compteurs, ce qui permet de regarder un petit peu ce que chacun consomme et de faire une différence en fin de bail. C'est beaucoup plus simple puisqu'il suffira de compter quelques charges et de faire le calcul à la fin. Mais pour les compteurs électriques, c'est beaucoup plus important d'avoir un compteur pour un appartement. Cela va permettre à chaque locataire finalement de payer sa propre électricité et c'est beaucoup plus facile à louer et ça sera beaucoup plus facile à revendre. Il faut aussi se projeter pour la revente. Donc vraiment, vous vérifiez ça. Et j'ajouterai un dernier point, c'est que si toutefois on n'avait pas les compteurs EDF séparés ou gaz séparés, ça peut être pénible puisqu'après il va falloir le faire. Et quand on le fait, ça prend beaucoup de temps avec Enedis notamment. Donc il faudra au moins l'anticiper dans les coûts et au moins l'anticiper dans le temps à prévoir pour la rénovation et donc le fait de faire ces travaux. Par expérience, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que c'est très compliqué de dire à un locataire, bah écoutez, il y a un compteur général d'électricité et un sous-compteur et au final, vous allez avoir 100 € de charge et on verra à la fin si oui ou non vous rentrez dans les clous. Autant 20 € de charge pour de l'eau, c'est très facile à faire passer, ça se comprend et c'est un peu dans les mœurs, mais les sous-compteurs en électricité, c'est quand même beaucoup plus compliqué, notamment quand on veut faire de la location unique et qu'on n'est pas sur de la courte durée. Quatrième point à vérifier, l'humidité et son origine. Alors on fait attention, quand je dis humidité, il ne s'agit pas de se dire tiens il y a une petite trace dans la salle de bain de 2 cm de diamètre. Non, ça peut arriver. Je parle de vérifier des zones humides qui pourraient être compliquées à gérer dans le sens où on ne sait pas d'où ça provient. Et le gros problème de l'humidité en général, c'est pas forcément de la combattre, mais c'est de détecter où est le problème pour pouvoir attaquer le problème à la source finalement, puisque si vous réglez un problème d'humidité dans des appartements mais que la source n'est pas résolue, le problème à la source n'est pas résolu, vous aurez forcément des problèmes dans le temps.
Voilà, je vous donne un exemple, hein, c'est pas du tout grave d'acheter un bien où on va voir quelques traces et au final on a compris que l'appart était fermé depuis longtemps, donc c'est ce qui provoque ces traces sur les murs. Par contre, si vous avez des traces sur les murs qui viennent d'infiltration extérieure, ça peut être beaucoup plus compliqué à gérer. Donc il faut essayer de déterminer et savoir si oui ou non, avec des pros par exemple, si on n'est pas habitué, savoir si oui ou non ça va être facile à résoudre et combien ça va coûter. Je mets un petit tips en même temps là parce que j'y pense. Sachez que moi, ceux qui me suivent le savent, mais ça fait un bout de temps que j'ai pris parti de vraiment acheter des immeubles qui ont des caves ou des vides sanitaires. Je trouve ça très pratique. Un, parce que quand on vérifie les caves, on sent rapidement si l'humidité est présente. Hein, déjà, si on met les pieds dans l'eau ou si l'odeur est trop présente et si les murs suintent, par exemple. Mais aussi, généralement, ça provoque des flux d'air sous les immeubles ou les maisons d'ailleurs. Et c'est très sain, ça évite, franchement, ça évite vraiment qu'il y ait des infiltrations ou plutôt que l'humidité remonte. Souvent, c'est efficace et en tout cas, moi, avec mon expérience, je me suis rendu compte que c'est très rare que j'achète un immeuble sans cave ou sans vide sanitaire. Autre point aussi qui est très important et qui peut passer à l'as, il est important de vérifier tous les appartements. Puisque souvent de fois, quand on va visiter un immeuble, on va avoir des appartements qui vont être occupés, d'autres non, et on va avoir cette petite tendance à se dire, bah, j'en ai visité 3 sur 5, c'est déjà pas mal, ou l'agent va vous dire, bah, là c'est occupé, on ne peut pas y aller, ou alors bah, celui-ci il est fermé, j'ai pas les clés. Alors s'il est occupé, on pourrait considérer que c'est moins grave, puisque c'est-à-dire que l'appart il doit être quand même assez décent, on a vu un petit peu le contexte dans les autres, et on se doute que les travaux vont peut-être correspondre à ce qu'on va faire dans les autres appartements. Mais s'il n'est pas occupé et qu'on ne peut pas vous ouvrir, faites attention, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui cache vraiment des gros problèmes qui pourraient faire monter la note du budget travaux de manière significative. Alors, je dis ça, hein, vous savez, on dit toujours faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça m'est déjà arrivé d'acheter un immeuble sans avoir vu un appartement. Voilà, j'en avais visité 6 sur 7 et là, je savais que le 7e était impossible à voir. C'était le plus grand et il était habité et il y avait des petits indices qui me montraient, il y avait des rideaux à la fenêtre, il y avait une cour qui était entretenue, enfin il y avait beaucoup de choses, donc je me disais que voilà, celui-ci c'était peut-être, je sentais que ça allait être celui sur lequel j'aurais le moins de frais à faire, contrairement à un appart qui aurait été fermé où là je me serais posé beaucoup de questions. Je vais finir cette petite vidéo en vous citant quelques erreurs qui sont très importantes et qu'il faut éviter absolument. La première des erreurs, c'est ne pas vérifier tout ce que je vous ai dit avant. Ça, c'est la première des erreurs qui peut vous plomber la rentabilité et qui peut vous coûter très cher. Une autre erreur qui vient dans sa globalité, c'est de ne pas vérifier l'équilibre financier. Quand je dis équilibre financier, je veux dire que, par exemple, est-ce que je suis dans une règle des 70 que je me suis imposée? Est-ce que je suis dans une règle d'autofinancement que je me suis imposée? Est-ce que j'ai bien pris en compte tous les frais pour prendre cet équilibre en globalité? Ou simplement, est-ce que j'ai bien vu que si je louais 4 appartements sur 5, je remboursais déjà par exemple l'emprunt plus quelque chose, ou l'emprunt tout court? Vous devez être au clair avec cet équilibre financier et vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas au taquet et vous n'êtes pas obligé de louer tout à fond 100% du temps pour être en équilibre juste. C'est important parce que si on veut que l'immeuble ait ce rôle de sécurité, il faut absolument que si vous avez un souci dans un appartement, ça ne pose pas un problème sur cet équilibre. Je vous donne un exemple, hein, pendant la période Covid, si vous aviez un équilibre financier avec, je vais prendre mon cas, j'ai un immeuble dans lequel j'ai 4 appartements et un restaurant. Si je m'étais fié pendant le Covid à des loyers revenus du restaurant, j'aurais pu être embêté, même si je sais qu'il a fait des efforts et qu'il a essayé de donner ses loyers au maximum. C'était important d'avoir un équilibre financier avec les autres appartements pour bien que je me rende compte que j'avais une certaine souplesse pour que lui puisse en avoir puisqu'il n'avait plus d'entrée d'argent pendant la période Covid. D'avoir cette petite souplesse, ce petit côté lax, c'est hyper important et c'est ce qui permet, comme j'arrête pas de le répéter, d'être serein sur le long terme. Troisième erreur, attention à ne pas sous-estimer le coût des travaux. C'est exactement en ce sens que moi j'ai fait un tableau vraiment pour arriver au plus proche d'estimation. C'est un tableau que l'on prend, on va sur le terrain, on apprend à l'utiliser avec des tutos et ça permet de faire des estimations assez rapides. Le conseil que je pourrais donner par rapport à ça si on débute, c'est vraiment de se faire entourer de professionnels et progressivement se donner l'habitude de estimer les travaux soi-même puisque c'est comme ça que vous allez réagir vite, c'est comme ça que vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est comme ça que vous allez peut-être avoir une bonne affaire avant tout le monde. Alors, pas de panique à ce sujet-là, bien estimer les travaux, c'est pas donné et il n'y a pas de honte à se tromper dès le départ, à condition de ne pas faire l'offre en conséquence. Mais ça peut arriver de se tromper en estimant 20 000 euros de travaux alors qu'il y en a 80 000. Hein. C'est vraiment pas une aberration, je l'ai vu plein de fois et ça demande de l'expérience. Donc personne ne peut se moquer d'une autre personne à qui ça arrive. Mais il faut être vigilant parce que sur un immeuble, si on se trompe à ce point-là, bien évidemment, ça change absolument tout. Mon conseil donc, faites-vous entourer de professionnels au départ, apprenez à vous servir d'un outil, mesurez les choses et apprenez à faire vos estimations progressivement seul.
Une autre erreur, ça serait de ne rien demander à l'agent immobilier. Je vais mettre des petits guillemets, des pincettes, ce que vous voulez sur cette phrase, mais ne rien demander, c'est une erreur puisque que ce soit volontaire ou non, il va vous apporter des informations, que ce soit sur le vendeur, que ce soit sur l'entourage, que ce soit sur beaucoup de choses. N'hésitez pas à poser des questions. Par contre, n'oubliez jamais que vous êtes l'expert, c'est vous qui faites la visite, vous n'êtes pas obligé de tout croire sur parole et je vous le déconseille. Je reprends l'exemple des travaux. Un agent immobilier qui va estimer 5 ou 6 000 euros de travaux pour rafraîchir, vous, quand vous prenez les choses sérieusement en compte, une rénovation dans ce même appartement ou immeuble, finalement, quand vous allez reprendre de A à Z pour ne pas avoir de soucis sur le long terme, ça sera peut-être 20 000. Donc attention, mais c'est hyper important de poser des questions, mais de toujours relativiser. Et n'oubliez jamais que vous êtes l'expert et que vous prenez des informations des autres, mais vous ne prenez pas tout au premier degré. Vous faites attention, vous mesurez les choses. Et le dernier point qui, à mon sens, est une erreur, c'est de ne pas anticiper la fiscalité. Quand je ne dis pas qu'il faut tout connaître, bien évidemment, mais c'est important d'avoir une certaine stratégie parce que si on a une stratégie en termes de fiscalité, on sait plus ou moins ce que l'on va acheter. Par exemple, si on est en meublé ou si on est en nu, qu'on a besoin de créer un déficit supplémentaire, d'avoir des frais, eh bien, il faut faire attention à peut-être avoir des logements qui vont correspondre. Quoi qu'il en soit, si on a une bonne stratégie fiscale et surtout qu'on a une stratégie réfléchie, on va faire des choix qui vont être meilleurs lors de l'achat et surtout des choix qui vont être adaptés à la stratégie que l'on a mise en place. Pas de panique, je le redis, on n'est pas obligé de connaître tout en fiscalité, mais simplement avoir des notions larges, c'est quand même très important pour savoir exactement ce que l'on va faire. Je reprends les exemples, mais si on investit en SCI, en société ou alors on investit en nom propre, en LMNP ou en LMP, on est sur des stratégies différentes et il faut savoir tout simplement déjà pourquoi on achète ce bien, à quel moment on l'achète et si on l'achète dans quel biais fiscal on le met. Est-ce qu'on est dans la stratégie société ou est-ce qu'on est dans la stratégie en nom propre? Sans entrer dans les détails, je vais faire des vidéos peut-être plus spécifiques sur les sujets. Anticiper la fiscalité, je pense que c'est une erreur que de ne pas avoir de stratégie dès le départ puisque vous risquez de partir dans une direction alors que vous aviez d'autres portes ouvertes. C'est terminé pour la vidéo sur l'immeuble de rapport. J'espère que vous avez réussi à attraper quelques petits tips qui vont vous aider. Donc faites bien attention aux points à vérifier, faites bien attention aux erreurs qu'on a nommées aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas, j'ai envie de conclure là-dessus, mais n'hésitez pas à faire un maximum de visites en étant stratégique, en sachant ce que vous allez voir et ça va vous aider. Venez avec une checklist. C'est pour ça que j'en propose vraiment des catégoriques dans mon programme parce que je sais que c'est hyper pratique et quand on va faire une visite, on sait ce que l'on va voir. Ça, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu et n'oubliez pas surtout d'aller voir tout ce qu'il y a de gratuit en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.